les Nantes Saint-Étienne, qu'il était à Saint-Étienne, fallait que je marque Michel Platini, donc c'est pas simple. Il peut passer le ballon à droite, à gauche, par-dessus. Et puis Alain Giresse, parce qu'à l'époque, on faisait un peu plus de marquage individuel. J'avais la même morphologie, le même centre de gravité très bas. Pour le contrer, il fallait quelqu'un comme lui. C'était des joueurs compliqués parce que ça allait vite, parce que ça anticipait tout, parce que c'était des joueurs super intelligents. Mais bon, c'était des bonnes confrontations. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des légendes. On se retrouve pour le deuxième volet de notre épisode avec Fabrice Poulain. On va parler de Monaco, du PSG, ses meilleurs moments, son après-carrière dans laquelle il a fait tous les métiers possibles et imaginables dans le monde du football, ou presque. Un épisode passionnant, c'est parti. Et donc tu pars du PSG où donc, Luis Fernandez est parti au Matra, donc ça dépeuple un peu le milieu de terrain. Qu'est-ce qui décide d'aller à Monaco par rapport à d'autres clubs à l'époque? C'était c'était Arsène Wenger, c'était Jean Petit. À l'époque, j'avais plusieurs possibilités, dont Marseille, puisque j'avais eu un appel de Bernard Tapie un soir à minuit et demi, pour me dire voilà, qu'est-ce que tu vas aller foutre à Monaco? Il y a personne, il y a pas de supporters. Mais je pense que j'avais besoin de tranquillité. Ouais. Voilà. D'accord. Oui, c'est sûr qu'à Marseille, tu l'aurais pas eu, ouais. Ouais. Non, mais Et à Paris, c'était un peu speed aussi, c'est ça? Non, mais à Paris, le problème, c'est que il y a eu des choses qui m'ont pas trop plu à Paris. Bon, j'ai eu une petite intervention au genou, puisque moi, je me suis fait opérer très tôt du genou, et donc j'avais régulièrement des petits morceaux de cartilage qui partaient, qui sautaient, et donc j'allais souvent faire un lavage du genou, m'enlever le morceau et je repartais. Et comme je le récupérais toujours très vite, ça allait bien. Et puis à Paris, j'ai eu un morceau de cartilage qui s'est bloqué dans mon genou. Et j'ai été opéré à Paris et puis j'ai repris l'entraînement, et au bout un mois et demi, 2 mois, j'avais toujours la même douleur. Ouais. Donc de mon propre chef, je suis allé à voir mon chirurgien qui était le docteur, le professeur Jäger, qui était à Colmar. Colmar, et qui donc lui m'a opéré, et il me dit, je dis mais comment ça se fait que voilà, j'ai le morceau. Il me dit écoute Fabrice, c'est très simple, tu prends une noisette et tu prends un casse-noisette. Donc tu avais ton genou et tu avais ton cartilage au milieu. Je dis oui, mais je me suis déjà fait opérer. Il me dit écoute, moi je te dis ce que j'ai vu. Donc j'ai un petit peu, comme j'étais en négociation, je sais pas si alors on peut rien dire, on peut rien voilà, mais je sais pas si il n'y a pas eu des accords pour que le morceau reste et pour que je re-signe, voilà. Ça a baissé ton niveau de confiance vis-à-vis du club, en fait. Complètement, Ah, complètement. tu Et penses donc que c'est le genre de truc qui est dans le domaine du possible, ça? à l'époque oui. Wow. À l'époque oui, parce que on pouvait aller se faire opérer où on voulait, si on avait un chirurgien, parce qu'il y avait des accords, parce que voilà, après donc je pense que voilà, alors peut-être à tort, hein, là j'ai aucune certitude, mais bon voilà, quand tu te fais opérer 2 fois en 3 mois et que la deuxième opération on te dit tu avais toujours le même morceau, à un moment donné on se dit pourquoi j'ai été opéré la première fois, quoi. Donc à l'issue de ça, je me suis dit bon, je pars, et donc je suis parti sur Monaco en étant opéré avant. Bon, j'avais passé les examens là-bas et tout, et puis bon voilà, j'ai signé à Monaco. Et Tapi lâche l'affaire? Il t'appelle juste une seule fois? J'ai du mal à Non, imaginer qu'il a dû t'appeler des dizaines de fois, non? non, lui il m'a appelé qu'une fois. D'accord. Lui il m'a appelé qu'une fois. Alors après j'ai plus en tête ce que j'ai pu lui répondre et ainsi de suite. Et comme je pense que j'ai dû après prendre la décision très rapidement, bon voilà, j'ai pas eu de nouveau appel de sa part. Et tu avais d'autres clubs à part Monaco? Ou Oui, Marseille? j'avais plusieurs clubs à l'époque, mais bon moi mon orientation c'était voilà, c'était vers un jeu, enfin un vrai jeu au football, quoi. C'était vraiment c'est vrai que j'avais eu Arsène Wenger, j'avais eu Jean Petit, et puis le courant était super bien passé. Donc voilà, c'était important pour moi, quoi. Mais c'est marrant parce que tu disais justement qu'il y avait une certaine différence au mieux entre le nord et le sud. Toi, tu as fait toute ta carrière dans le nord de la France.
voilà. Et là, tu décides de partir à l'extrême sud, quoi. Mais Challenge. challenge, ok. Bam, ok. C'est balls. Ouais. Et alors Wenger, justement, il est conforme à tes attentes? Alors, il est conforme, mais alors ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que alors beaucoup de respect entre nous, mais vraiment beaucoup de respect. Quelqu'un d'assez froid puisque bon, strasbourgeois, de base et où j'ai eu un peu plus de mal à communiquer, tant que j'ai joué avec lui. On a communiqué, il y a pas de souci, mais c'était un petit peu plus réservé. En revanche, quand je suis parti de Monaco et quand après j'ai fait mes carrières un peu de journaliste, agent et ainsi de suite, où j'ai eu la chance de le recroiser régulièrement, et ben notre approche était beaucoup plus ouverte et où on pouvait échanger de beaucoup de choses quoi. Donc ça a été voilà un peu plus difficile, Laborieux. Ouais. laborieux, voilà, quand, j'étais en tant que joueur. Mais en revanche, il m'a toujours soutenu, parce que bon, président Campora à l'époque, quand j'ai signé, le président Campora, je suis dans son bureau et donc moi, je suis capitaine du PSG quand même et il me dit: «Mais monsieur Poulain, vous êtes sûr de vouloir signer à Monaco?» Et quand un président vous dit ça, vous dit: «Ouf, c'est compliqué quand même là», et je me rappelle très bien, je lui ai dit, mais président, je suis le capitaine du PSG. Si je viens ici, c'est parce que je pense que je peux apporter et que je peux m'imposer ici. Sinon, je reste à Paris. Je pars quand même d'un confort et je me remets en question pour venir. Donc, et bon, avec le président Campara, ça a été un petit peu compliqué. Dès la première année, il voulait me faire partir à Lille. Bon, alors que Pourquoi c'était compliqué avec lui? ben, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Ça correspondait pas à ma personnalité par rapport à la sienne, je sais pas. Donc, j'ai jamais discuté quoi que ce soit. Et pourtant, je faisais 38 matchs, puisque voilà, et Arsène me mettait à chaque fois et que voilà, la première année, il a voulu me faire partir à Lille et la deuxième année, ben, il m'a fait partir à Nice parce que voilà, c'était suffisant, quoi. Et c'est la seule fois où j'ai pas été au terme de mon contrat puisque j'avais signé 3 ans et que Au bout de 2 ans. je suis allé à Nice. Tu fais quand même deux grosses saisons, hein, 30 matchs de championnat, tu fais les matchs de coupe, les matchs de Mmh. coupe d'Europe, Ouais. la saison d'après pareil, 34 matchs. Vous avez cette grosse campagne, en coupe des coupes. Oui. Tu as des matchs en particulier qui te viennent à l'esprit quand tu penses à cette campagne? Oh bah, c'est le match contre la Sampdoria de Gênes où à l'aller, on se fait avoir par Gianluca Vialli et aussi par un arbitre un petit peu complaisant et où donc je joue, je crois, le premier match et où je joue pas le deuxième pour d'autres raisons voilà, que je peux pas dévoiler là. Bah, Mais il y a prescription, je pense que tu peux, hein? ouais, non, 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 mais bon voilà, c'était un peu compliqué et donc j'ai été remplaçant et j'ai pas joué le dernier match. Mais bon, c'était très compliqué d'aller gagner de toute façon à la Sampdoria de Gênes, donc Ouais. voilà. Mais le premier match, oui, ça a été un match maîtrisé, mais complètement, là, on a été, on peut le dire, oui, un peu volé par l'arbitre et puis à l'arrivée, ben voilà, on perd ce match-là. Donc c'est ce match-là, cette campagne-là qui me reste un petit peu. Après, il y a eu match en Islande où moi je découvrais aussi un peu l'Islande, donc c'était ça aussi intéressant parce qu'on pouvait Ouais. découvrir des pays, donc c'était bien. Mais bon, après chaque période a ses moments forts, moins forts, mais bon, voilà, c'était intéressant. Et alors, cette époque-là à Monaco, c'est un peu aussi la période où Bernard Tapie, interfère énormément avec Monaco, que ce soit avec les arbitres, ou carrément, pression active auprès de l'effectif monégasque. Est-ce que toi, tu as des indices ou tu as des soupçons sur, l'influence, terrible de Tapi, au niveau de Méga? On en a beaucoup parlé, hein, sur le podcast, on a eu pas mal d'anciens monégasques, donc c'est un sujet qui nous intéresse énormément et notamment cette inhabilité des joueurs à en parler encore, 40 ans plus tard. Est-ce que tu as des soupçons à ce moment-là? Des soupçons, oui. Ouais, Mais je suis pas le seul. Je pense que celui qui avait le plus de soupçons, c'était Arsène Wenger. Moi, je me suis retrouvé à jouer
à un poste différent, enfin différent, puisque j'étais milieu à l'époque sur Monaco et je me suis retrouvé à jouer derrière en défense centrale parce que Arsène avait décidé d'enlever des joueurs qui pensaient ne pas être capables de pouvoir jouer ce match-là. Donc on avait été joué à Marseille, je me rappelle plus, mais je crois qu'on avait fait match nul, je crois. Je sais plus, il y avait un gros score, je crois qu'il y avait 3-3 ou quelque chose comme ça, parce qu'il avait enlevé des joueurs en qui il avait moins confiance. Voilà, sur Ouais. ce. On a eu Jean-Luc Ettori, c'est je crois peut-être notre deuxième ou troisième invité qui lui, Oui. 40 ans plus tard, là encore très, enfin 40 ans, ouais, 30 ans plus tard, là encore très très mauvaise. Toi, est-ce que tu as tes réserves, ou est-ce que tu es amer? Est-ce que tu es énervé par rapport à ces joueurs qui se sont, bon, je pense que maintenant vous avez les certitudes des 2 ou 3 joueurs qui ont trempé là-dedans. Comment tu le vois toi 30 ans plus tard? Humainement parlant. Ouais, Ah après, moi, j'ai toujours eu pour habitude d'avoir une ligne de conduite et de pouvoir me regarder dans la glace tous les matins. On fait des erreurs, on fait tous des erreurs, il n'y a pas de souci là-dessus, moi j'en ai fait. Mais j'ai une certitude, c'est que j'ai jamais planté un coup de couteau à qui que ce soit. Quand j'ai donné ma parole, j'ai donné ma parole. J'ai toujours été pour le respect des règles des gens. Donc voilà. Après, c'est à chacun de savoir ce qui est bien et pas bien. Donc moi, après, de juger les personnes qui ont pu, à une période donnée, ça leur appartient. S'ils sont bien comme ça, bah ils sont bien comme ça. Moi, ça me dérange pas. Moi, je sais que de mon côté, voilà, j'ai été de ce côté-là sans aucun problème. Est-ce que question un peu, à la volée comme ça, est-ce que toi tu as déjà été dans cette période, est-ce que tu as déjà été approché pour, laisser un match? Non, alors pas du tout directement tout ça. On a eu une fois, mais c'était pour gagner un match. Ça tombait bien, puisque de toute façon, moi, je voulais gagner. Donc, ouais. Bon ça donc, va. C'était une équipe belge ou rien à voilà. voir? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Mais Ça a rien à voir. Donc voilà, c'était ça pouvait faire. Moi, j'ai été assez étonné, mais bon voilà, il fallait qu'on gagne le match. Donc j'ai dit oui, moi ça me dérange pas. De toute façon, je joue pour gagner, donc voilà. Ouais. Donc voilà, mais sinon non, j'ai jamais été approché Mais alors juste pour, dans la mesure où tu es d'accord d'en parler, c'était j'imagine une équipe peut-être qui était relégable, qui avait besoin de votre victoire par rapport à un truc, donc c'est quoi? C'est quelqu'un qui vient te voir pendant que tu prends ton café, Non, non, c'est pas moi directement. C'est pas moi d'accord, directement, c'est un autre joueur, voilà, qui et c'était pas du tout pour être relégable. C'était une équipe qui devait être champion et nous on rencontrait une autre équipe et si on battait cette équipe-là, l'autre équipe était l'autre est pas championne. Ah oui, OK. voilà. C'est Donc l'inverse. et donc c'est un joueur voilà de ma propre équipe qui vient me voir et qui me dit il faut gagner. Je dis, oui, il faut gagner forcément quoi. Donc voilà. waouh, Mais c'est mais après, je pense que à cette période-là, on allait vers les joueurs qui étaient susceptibles de répondre présent ou de pouvoir accepter certaines choses. ouais, Voilà. Après, chaque personnalité était différente. Moi, il savait très bien que non, moi, j'allais pas négocier ouais. moi ou que j'avais pas cette personnalité-là. Donc forcément, quand on n'est pas me voir, hein, ça c'est hors de question. Est-ce que la personne, le joueur de l'équipe qui est venu te voir, est-ce que c'est un des deux trois joueurs, qui sont trouvés exfiltrés de Monaco, Non, 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 non. d'accord, Ça OK. n'a rien à voir du tout avec Monaco, ça n'a rien à voir. Ah, tu étais pas à Monaco à ce moment-là? D'accord. OK. Bah, écoute, merci de nous avoir partagé. J'avoue que c'est, un sujet qui nous intéresse beaucoup, hein, parce que, Oui, bien sûr. j'espère que la corruption, a été, un peu, éliminée. J'imagine qu'elle doit être un peu différente. En tout cas, maintenant, elle est sûrement moins ouverte, moins cash qu'à l'époque, quoi. Parce qu'à l'époque, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment des tonnes et des Non, tonnes mais d'histoires, certaines qui sont sorties, d'autres qui sont pas non, sorties. c'était minime, hein, ça n'a rien à voir du tout avec les problèmes de Marseille après ou des choses comme ça, hein. Ouais, Non, c'est vraiment pas du tout. Il y avait rien en échange, il y avait rien. C'était, je me rappelle pas à l'époque, mais si on avait eu un cadeau ou un truc, mais franchement, non, ça n'a rien à voir du tout avec ce qui a pu se passer dans l'histoire VAOM ou des choses comme ça. Rien du tout.
Et alors en parlant en off avec, certains joueurs, j'ai eu aussi l'impression qu'il y avait des soupçons sur les arbitres. Alors je vais nommer personne, hein, mais qu'il y avait un certain arbitre en particulier qui, à chaque fois que cet arbitre, arbitrait Marseille, que Marseille avait toujours des pénaltys et cetera. Est-ce que c'est quelque chose dont vous discutiez entre vous ou pas du tout? Non, pas du tout. On D'accord. avait plus cette vision des arbitres quand on jouait en Coupe d'Europe et quand on allait dans les pays de l'Est. Ouais, Heu, c'était, c'était plus ça notre vision des choses qu'au niveau français, alors pas du tout. Moi, enfin bon, moi j'ai connu les arbitres, à l'époque, bah, franchement, on avait quand même des Wurtz, des, Vautreau, des, Quignou, des, enfin je vois pas du tout, le genre d'arbitre pouvoir, rentrer dans ce système-là, quoi. Niveau français, pas du tout. d'accord. Et tu parlais des pays de l'Est, on a eu des histoires, toujours assez marrantes, alors on a eu Gérald Passy qui nous racontait comme quoi il avait été surveillé par la Stasi, par des jeunes qui, parlaient super bien français, qui ont passé une soirée avec eux et qui en gros, ont essayé un peu de leur soutirer des informations, quand ils étaient je sais plus si c'était en Russie ou en Allemagne de l'Est. Est-ce que vous avez eu des histoires un peu bizarres comme ça quand vous jouiez, à l'extérieur? Non, ce que je sais, c'est que quand on allait en Russie, bah, on était dans des hôtels où, il y avait des gardes, à l'entrée, à la sortie, dans le couloir, qu'on pouvait pas sortir de la chambre. On nous disait, «Vous téléphonez pas parce que c'est enregistré». Donc voilà, c'était, mais ça à l'époque, c'était évident, quoi. Je veux Ouais, dire, ouais. en Russie à l'époque, on savait très bien que tout était, écouté et qu'on pouvait, rien faire ou rien dire, quoi. Donc, mais après non, pas de puis à l'époque, il y avait pas les portables comme il y a aujourd'hui, il y avait pas, Il y avait pas internet, il y avait pas les réseaux sociaux non et plus, oui, donc oui, c'était, on pouvait pas communiquer ou quand, on communiquait avec un téléphone, c'était juste dire: «Bah, on est bien arrivé» et puis voilà quoi, hein, c'était pas il y avait Ouais. pas d'autre chose, quoi. Monaco, tu fais quand même 2 belles saisons, tu es plus appelé en équipe de France. Est-ce que alors c'est Platini qui est le nouveau sélectionneur, est-ce que Platini te parle? Est-ce que tu es présélectionné? Comment ça se passe à ce moment-là? Non, j'ai plus de contact. D'accord, J'ai plus de contact, du tout. Donc après, moi je mets une croix. ouais, Moi, j'essaie après de donner le maximum, dans le club, mais je sais que ça va être très compliqué de pouvoir revenir, parce que, bah, quand c'est passé et qu'il y a d'autres, joueurs qui arrivent. C'est très compliqué. À l'époque, c'est très compliqué de revenir en équipe de France. Une fois que la chance, elle est passée, bon, voilà. Donc je le sais, mais bon, je fais avec et puis j'essaie de donner le max, avec mon club et puis, bon, au bout de 2 ans, bah, voilà, je vais sur Nice et où, bon, après j'ai toujours ces problèmes de genoux, récurrents, que j'ai depuis, tout le temps, où je vis avec, où je joue avec, puis petit à petit, bah, ça devient de plus en plus compliqué et qu'après je vais sur Nice où voilà, c'est le début de la fin, tout simplement parce que, bah, c'est un club pas stable, parce que, il y a l'affaire, bon, Infantili, Pogliano, il y a plusieurs présidents en l'espace de peu de temps. La première année, je crois qu'on est, rétrogradé, au niveau administrativement. administrativement, alors qu'on se maintient, ouais, c'est très compliqué. C'est très compliqué et moi j'ai le problème au genou et voilà, je décide d'arrêter. Ensuite, parce que, bah, j'ai une discussion avec, mon chirurgien qui me dit: «Écoute, il y a une solution, c'est de t'arrêter, il faut que tu t'arrêtes au moins, entre 8 et 10 mois. Je te fais des trous dans l'articulation pour te refaire de la mousse de cartilage». Et donc, j'ai dit: «Écoute», parce que bon, je le connaissais bien, hein, à la suite de toutes ces opérations et je lui dis: «Mais ça va me prolonger ma carrière de combien de temps?» Et il me dit, «Allez 1 an et demi, mais D'accord. donc je prends la décision, c'est pas simple, hein, mais je prends la décision. du coup, la décision de partir à Nice, c'est parce que, c'est à cause de Campora ou c'est quoi derrière? Oui, la décision, c'est parce que je sens que je suis plus, ouais, Légitime. on a plus trop envie de me voir, au club, alors pas au niveau entraîneur, pas au niveau tout ça, mais ça devient pesant que tous les ans, alors que tu fais 30 plus de 35 matchs avec, même plus avec les coupes, que tu es tout le temps là, que tu te bats pour les couleurs du club et que tous les ans on te dit: «Bah, il faut partir, quoi». Donc à un moment donné, je sais qu'au niveau de mon genou aussi, c'est un peu compliqué, donc je décide d'aller à Nice parce que c'est à côté.
que je reste dans la même maison, que j'ai pas à déménager. Mais ouais, ça me correspond moyennement, quoi. Mais Et bon, comme ça. et tu pas d'autre option que Nice à ce moment-là? Bah, ça s'est fait très vite que, bah, Alain Migliaccio, me propose ça et c'est vrai que j'ai été un peu pris de court et que, alors que j'aurais pu attendre, mais, je me dis: «Bon, si j'attends, il me reste 1 an et si je joue plus pendant 1 an, qu'est-ce que je fais?» Et ouais, on m'a donné cette solution-là et avec le recul, j'aurais dû aussi là peut-être dire: «Bah non, je vais attendre encore et puis, je vais rester où je suis et puis on verra un petit peu ce qui se passe, quoi». Ça s'est fait un peu comme ça, un peu trop vite, je pense. Et par rapport à la décision de se faire cette grosse opération, j'imagine que tu pas de regret de pas l'avoir fait? Non, 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 parce qu'aujourd'hui, j'ai une prothèse du genou totale, due, justement à mes multiples, lavages, opérations et tout. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai commencé par un ménisque, quand j'étais au centre de formation de Nantes et que, bon, j'ai eu une opération un peu compliquée. On m'a enlevé qu'une moitié et puis, 6 mois après, on a été obligé de m'enlever l'autre et qu'en m'enlevant l'autre, on m'a pincé le nerf sciatique et que, je m'entraînais pendant 25 minutes à fond et au bout de 25 minutes, j'avais la jambe qui était paralysée et on comprenait pas pourquoi. Il a fallu, attendre des mois et j'ai fait un examen et donc on s'est aperçu que j'avais la gaine du nerf sciatique qui était pincée, donc j'ai pris des médicaments et tout. Mais le problème, c'est que j'ai eu une usure des cartilages et comme moi, je n'avais pas un jeu très économique, et ben au fur et à mesure, j'ai les cartilages qui partaient. Mais j'avais cette possibilité, c'est que je partais, je me faisais un lavage et une semaine après, j'étais sur le terrain et je jouais. Mais le problème, c'est que je me suis usé les cartilages à tel point que, bon voilà, il y a 2 ans et demi, 3 ans, j'ai dû me faire une prothèse totale du genou parce que bah, j'avais plus de genou. Mais surtout un lavage, ça fait super mal, non? Non, non, non. Non, 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 c'est du sérum Phi, voilà, c'est comme une arthroscopie, on vous injecte du sérum Phi et puis on aspire et en espérant que le cartilage viendra au bout de la spatule et pour retirer, Ouais. quoi. C'est pas méchant, mais bon, c'est le problème, c'est que derrière, bah, faut vite revenir et puis à l'époque, nous, on n'était pas du tout suivis comme, on l'est aujourd'hui. Donc nous, bah, nous, c'était notre obsession, c'était de jouer. Ouais, vous étiez un peu des Donc cobayes, hein? ouais, bah, on a joué nous, moi j'ai joué avec des fissures, à l'époque, on jouait avec des escalopes de veau sur les pieds parce qu'on avait un coup pour le pied, ah ouais, Ouais, quand on le dit ça fait ouais. souvent j'en parle un petit peu et bon, les gens rigolent, mais à l'époque, voilà, on nous mettait des infiltrations de xylocaïne et puis on jouait, quoi. Bon, bah, voilà, c'est aujourd'hui, on a des hématomes, on s'arrête 3 semaines. Bon, bah, c'est différent, mais la valeur des joueurs est différente aussi, non? Sur toute ta carrière, là, Nantes, Paris, Monaco, Nice, c'est déjà une énorme carrière. Est-ce que tu as un regret particulier? Le regret, j'aurais peut-être dû continuer à Paris. D'accord. J'aurais peut-être dû continuer à Paris, un peu plus. Maintenant, moi, je pars du principe que c'est ce que je devais vivre aussi, donc l'avantage d'avoir fait un peu tous ces clubs, c'est d'avoir vécu, dans des contextes complètement différents, avec des gens différents, cultures différentes, donc comme, ça revient à ce que je disais au préalable et en début, c'est que moi, j'ai toujours voulu apprendre, découvrir, donc ça faisait partie aussi de ça, donc peut-être que j'aurais dû rester un peu plus longtemps à Paris, mais après avec le recul, je me dis: «Bah, voilà, c'était écrit comme ça, donc pas de regret». Un peu comme Christian Pérez, hein. Je sais pas si vous avez joué ensemble, Oui. à Monaco, mais il a eu le il pareil, hein, il était à Paris, il est parti à Monaco, il a regretté d'être parti, hein. Bah, c'est pas du tout la même chose, c'est pas, c'est un contexte différent, c'est l'anecdote, c'est qu'à Monaco, à l'époque, les joueurs connaissaient le nom et l'adresse de tous les supporters, c'est c'est ce qu'on disait, quand, on rentrait sur le terrain pour s'échauffer, bah, il y avait 15 personnes, c'était compliqué, quoi. C'était compliqué, c'était pas simple, mais Monaco, ça représentait quand même aussi, bah, quelque chose. Moi, j'avais eu la chance d'aller comme Christian aussi, hein, d'avoir fait le tournoi junior de Monaco à l'époque, donc c'est vrai que c'était c'est un endroit, paradisiaque, c'est quand même, enfin, à l'époque, c'était une chance de pouvoir vivre, sur Monaco, de pouvoir, découvrir cette villa.
c'est enrichissant, quoi. Et quand tu es à Monaco, tu es avec Glenn Hoddle, Marc Athley. Est-ce que tu as des anecdotes sur ces 2 Anglais? Oh bah, c'est sur Marc et Marc Atlet parce que lui, il mettait la tête, on mettait même pas le pied. Donc voilà, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dur et d'aussi fou que lui. C'était un rock. C'était un rock. C'est dans le 1 contre 1, mais même à l'entraînement. C'était quand on se retrouvait, bon, bah, il fallait faire attention, quoi. Voilà. Lui, c'était ce côté-là. Après Glenn, c'était le magicien. Moi, je Ouais. sais que je joue à côté, j'avais des difficultés, je lui donnais le ballon. Comme ça, moi, j'étais tranquille. C'est ouais, pied droit, pied gauche. Alors, il allait pas vite, hein, mais oh, quel joueur. Mais j'ai eu la chance de jouer avec des grands joueurs. Ça fait de physique à Paris, c'est des super joueurs. Voilà, c'est vraiment des numéros 10 de l'époque. Voilà, Ouais. des vrais Alors numéros 10. justement, ouais, justement là, puisqu'on parle de sa fête physique, on parle de l'athlé, on va passer à la dernière partie de l'entretien qui sont les questions mitraillettes où il faut Ah répondre à mince. l'instinct. Et donc justement, pour commencer, quel est le meilleur joueur avec lequel tu as joué? Henri Michel. Ah, Michel, d'accord. Et le plus grand joueur que tu aies affronté? Ah, c'est une bonne question, ça. Ah, je vais dire sa fête. Et le joueur qui t'a mis le plus la misère quand tu es défenseur ou milieu de terrain défensif? Ah, Giresse Ah, Giresse? et Michel Platini. 2 joueurs différents, mais c'était des joueurs, moi, je sais quand, j'ai commencé donc les Nantes Saint-Étienne, qu'il était à Saint-Étienne, bah, fallait que je marque, Michel Platini, donc c'est pas simple. Jeune et que, bah, il peut passer le ballon à droite, à gauche, par-dessus, et puis, Alain Giresse, parce qu'à l'époque, on faisait un peu plus de marquage individuel. C'est que j'avais la même morphologie, le même centre de gravité très bas et que, bah, c'était pour le contrer, il fallait quelqu'un comme lui, donc on était les 2 mêmes gabarits. Donc c'était des joueurs bon compliqués parce que ça allait vite, parce que ça anticipait tout, parce que c'était des joueurs super intelligents. Mais bon, c'était des bonnes confrontations. Je crois que Platini, tu es en levée de rideau de la finale de Coupe de France Oui, lorsque tu fais le concours du jeune footballeur, c'est ça? ouais, c'est Nice-Nancy, la finale de la coupe et 1-0 et c'est Michel Platini qui marque. Ouais. Donc la première fois que tu joues contre lui, ça doit être un peu surréal, non? Assez impressionnant. C'est impressionnant parce que bah on arrive et puis on te dit voilà tu attends mais tu dois t'occuper de Michel Platini. Oui bon Ouais, bah on va essayer mais bon c'était pas simple. C'était pas simple. d'accord. Mais bon après il y a l'insouciance, il y a tout ça et il y a pas de souci. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans le foot? Reste toi-même. Quel est ton club de cœur? Nantes. Quel est le club que tu détestes affronter? Euh, franchement à l'époque qu'est-ce que non il y a pas de club particulier. Bon Marseille ça a toujours été un club à part donc on va dire Marseille mais beaucoup moins que ce que ça peut représenter maintenant, quoi. Toi, tu étais défenseur, milieu défensif. Comment t'imposais le respect à ton adversaire direct en début de match? C'était quoi ton truc? Ah bah c'était de lui montrer qu'il allait passer une très mauvaise soirée. Et Et c'était j'ai concrètement, c'était une anecdote avec joueur de Saint-Étienne, Mustapha El Haddaoui, Oui. et qui était un joueur qui chambrait beaucoup et qui avait une certaine stature, était un peu hautain, un peu voilà. Et je me rappelle au Parc des Princes, puisque bah là c'est pareil, Gérard Houllier m'avait dit je veux pas le voir. Bon, à l'époque, des termes, s'il va pisser, tu vas pisser. Bon, voilà, des choses comme ça. classique. Et donc là, c'est très simple. Je suis rentré et la première phrase que je lui dis, j'ai dit, c'est que tu vas pas finir le match. Voilà. Et donc le premier tacle, il a été très sévère. Et puis après, bah, il y a eu une rivalité, mais bon, voilà. Et il est sorti au bout de 60 et quelques minutes, je crois, dans ce match-là. Et à l'époque, on était un peu fous, hein. Et je lui dis, tu vois, t'as pas fini le match. Bon, voilà, c'était un peu D'accord. voilà, Mais il était pas blessé, rassure-nous, il est pas sorti non, blessé? non, 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 pas du tout. Non, 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 c'était pas du tout. Ah non, il n'y avait pas de, 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 de recherche comme ça, de dire, voilà, tu vas pas finir le match parce que je vais te blesser. Ouais, C'était que je vais te dégoûter du match et que tu vas pas toucher un ballon. ouais. Donc ça a été l'objectif et voilà, ça s'est passé comme ça.
Ça aurait pu se passer autrement. Et inversement, tu as des joueurs qui t'ont fait flipper, toi, j'imagine, les Toulonnais, les Nîmois de l'époque, ou tu prenais ça. Ah bah oui, quand on affrontait Toulon, qu'il y avait Roland Courbis, Alfano, Berenguer, et qu'on est jeune et que quand c'est même à Bastia, quand on allait à Bastia et que 2 jours ou 3 jours avant, certains titulaires disaient ah bah j'ai une petite blessure ou ah bah non je peux pas y aller parce que puis qu'on Ah, se c'est retrouvait. arrivé ça, d'accord. Oui, oui. Et qu'on se retrouvait nous les jeunes à aller, je me rappelle à Toulon, franchement c'était pas simple, c'était pas Ouais. simple, c'était pas simple du tout. Mais bon, on y allait parce que on jouait. Donc pour nous, c'était le plus important, quoi. Mais en face, on avait du répondant, hein. Là, il y avait des grosses personnalités, hein. Mais encore une fois, mais avec beaucoup de respect. Il y avait une confrontation, il y avait une rivalité, il y avait le fait d'essayer de prendre le pas sur l'autre, hein, mais avec beaucoup de respect. Toujours, 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 toujours. C'est ça qui était important. Toi, les défis physiques comme ça, tu voyais ça avec gourmandise? Ouais, ouais. Moi, ouais, oui, c'était important. C'était important d'avoir ça, d'essayer de prendre le pas sur l'autre, de mettre en difficulté. Ça a été aussi oui, oui, une orientation dans mon jeu, ça c'est sûr. Et c'était qui pour toi le plus gros boucher que tu aies vu, sur un terrain? Oh, il y en a eu, hein. Alors le plus gros, je sais pas moi, Raymond Domenech a pas été mal. Il y en a bien sûr. Alfano a pas été mal. Après, nous, on en avait un, hein, c'était Jean-Paul Bertrand Neumann, hein. Ouais, C'était, le c'est grand. quand il sortait, Mmh. j'ai revu, il y a quelques années de ça, mais quand j'étais sur Niort, là, Patrick Parison. Ouais. Et Oui. je me rappelle d'un match où on était donc Sochaux, Nantes, et au match aller, ça s'était très très mal passé entre Patrick Parison et Jean-Paul Bertrand Neumann. Et pareil, là, Jean-Paul, avant le match, il va le voir et il lui dit tu ne termineras pas le match, je peux te l'assurer. Mais là, c'était méchant, hein. Et pendant le match, on s'en rappelle, mais tous, hein, et je l'ai revu, Patrick, on en a reparlé. Et d'ailleurs, il a encore une séquelle sur la cuisse. Ah putain. Il a un nodule, vraiment. Il y a ballon en profondeur. Et on voit Jean-Paul qui, au lieu d'aller chercher le ballon direct alors qu'il pouvait l'avoir, il Mmh. attend. Il Non! Il attend? attend. Et Patrick Parison part en profondeur. Et au dernier moment, mais il le tacle, mais au niveau de la cuisse. Aïe. Et ben l'autre, il est sorti sur une civière. Ah quelle horreur. Mais à l'époque, il n'y avait pas les caméras, il n'y avait pas tout ça, donc il n'avait même pas été expulsé, je crois. Et l'autre, il a toute sa carrière après, il a joué avec une boule sur la cuisse qu'il a encore aujourd'hui. Voilà. Et maintenant quand il en parle par raison, il trouve ça marrant ou il est Oui, ah oui, 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 oui. Avec le recul, c'est des anecdotes. Voilà, c'est des Ouais. anecdotes. Quand on se revoit, les anciens, il y a toujours des anecdotes à droite et à gauche. Et même si elles sont négatives ou qu'elles sont pas très sympas, quoi, on en rigole parce que ouais. si qu'on pouvait faire avant, on peut Oui, plus ça faire. maintenant oui, il serait expulsé pendant la moitié de la saison, Oui. ouais. Ah bah oui, aujourd'hui c'est plus possible. Est-ce que toi, tu as reçu un carton rouge, mérité ou tu as été vraiment très, très dur? Oui, en équipe de France junior ou cadet, en tournoi au Brésil contre le Paraguay, parce qu'il y avait un joueur du Paraguay. On avait fait une tournée là-bas, je crois que on était en cadet à l'époque, et on avait plusieurs matchs à faire, et on jouait le Paraguay, et il y a un joueur du Paraguay, mais qui arrêtait pas. Il arrêtait pas, mais il arrêtait pas, mais c'était monstrueux. Et donc là, j'ai été très méchant, et donc j'ai Quand été. tu dis il arrêtait pas de Ah te mais taquiner ou de te non, dribbler, non, il donnait des coups, mais pas qu'à moi, à tout le monde. Il n'arrêtait pas de râler, il n'arrêtait pas de crier, il n'arrêtait pas de. Mais c'est impressionnant. Voilà, c'était un vrai Sud-Américain. Ouais. Et donc, voilà, moi, à l'époque, j'étais capitaine de l'équipe. Et bon, à un moment donné, là, j'ai un peu. Ouais, c'est une des fois où j'ai un peu pété un câble. D'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait un tacle pour qu'il puisse penser qu'il valait mieux qu'il s'arrête, quoi. Donc, D'accord. j'ai plus trop l'image en tête, mais je crois qu'il est parvenu sur le terrain, quoi. Waouh. Et toi non plus d'ailleurs, et toi non plus. Et moi, par la force des choses. OK. Quelle est la plus grosse baston à laquelle tu as assisté? Alors, c'était un match amical, Nantes, une équipe
Turcs en match de préparation, en stage, dans une ville allemande où il y avait que des Turcs. Et D'accord. où ça s'est très très mal passé. On est vite rentré dans les vestiaires, mais on prenait des coups de pied. Tous les supporters sont venus sur le terrain. Wow. Bon, à l'époque, José Touré avait fait ce qu'il fallait aussi pour un petit peu mettre de l'animosité. Et là, on est vite rentré et il fallait vite qu'on rentre. Et on a eu, honnêtement, je pense que si ça se passait maintenant, je pense qu'il y aurait des gros problèmes parce qu'aujourd'hui, tout le monde est, entre guillemets, peut avoir des armes blanches, des trucs. Quand vous êtes sur un terrain et que vous êtes en train de vous faufiler entre toutes les personnes pour essayer de reprendre le couloir des vestiaires, bon, à l'époque, c'était des coups, hein, coups de pied, coups de poing, des claques. Aujourd'hui, ça serait plus compliqué. Donc, ça a été ce match-là où c'était chaud, très chaud. Et quelle est la plus grosse fête que tu as faite avec tes, camarades? Après le titre de champion avec le Paris Saint-Germain. D'accord. Vous avez fait quoi de beau? Oh, on a été invité forcément dans un endroit et on a fait la fête toute la nuit et on a fêté ce titre. C'était le premier de Paris, donc on était dans un salon Baltard ou un truc comme ça à Paris. Salut Euh, Walter. ouais, donc c'était un truc vraiment où là, voilà, il n'y avait pas de limite quoi. C'était génial, vraiment. Mais tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens, bien sûr. Quel est ton meilleur pote dans le football? Alors j'ai un pote que on est arrivé à Nantes ensemble. C'est Pierre Maurice, Oui. puisque comme je vous l'avais dit, on était les deux à être recrutés et arrivés au centre de la Jonalière ensemble. Donc on s'est toujours suivi. Là, il est aux États-Unis. Depuis maintenant, il vit aux États-Unis depuis très 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 longtemps. On peut être un an sans se parler. Et puis, il vient de temps en temps en France. On s'appelle de temps en temps et quand on se voit, on a l'impression qu'on s'est quitté hier. Pierre Maurice, c'est un des joueurs, un des premiers à exporter, aux États-Unis. Je crois qu'il a fait Tampa Bay, C'est il a ça, dû être en ouais, c'est assez impressionnant, c'est assez impressionnant. c'est ça. Et il est toujours là, il est dans le Minnesota Ouais. et il est resté là-bas. Bon, il a trois garçons, donc Il a joué il a joué pour Minnesota aussi, si je me souviens oui, bien. Il a joué pour les Thunder de c'est ça. Minnesota. Ouais, ah oui, d'accord. Et c'est là-bas. Ah, c'est courageux. Ouais, ouais. Ah oui, 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 mais bon, c'est un vrai Américain, quoi. Hein. Ah oui, oui, maintenant il a le passeport et non, non, c'est vraiment. On est... D'accord, donc de Saint-Brieuc, au Minnesota, quoi. Ouais, Vraiment, tout à fait. Alors, tu parlais de Bertrand Demann un peu avant. Est-ce qu'il t'avait donné le numéro de sa rebouteuse pour ton genou? Hein? Non, 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 non. lui aussi, il avait des problèmes de jambes et il est passé par une rebouteuse pour lui. Alors Ouais. moi j'en avais un. D'accord. J'en avais un qui était en Charente-Maritime où j'allais le voir assez régulièrement. Avec le recul, je pense que ça n'a pas dû faire du bien, mais bon, et à l'époque, on pensait que c'était ça. Ce que je me rappelle aussi, c'est qu'il me disait fallait manger beaucoup de mangue. Alors pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Peut-être. Est-ce que tu l'as fait? Oui, bah oui, oui, oui. Quand Ouais. on est jeune et qu'on a des problèmes de genoux et qu'on se dit on a une carrière à faire et que c'est naturel, c'est pas des choses voilà Ouais. bah on le fait quoi, tout simplement. Bon après, je sais pas si avec le recul on peut dire que ça a bien marché, mais bon. Mais il y avait que l'histoire de la main ou il faisait des trucs sur ton genou, Ah non non, il faisait des trucs sur mon genou et oui, oui, on avait l'impression que c'était chaud. Après il manipulait l'articulation. Ouais, ouais, c'était dans un tout petit village. Alors je me rappelle plus du village, mais c'était oui, oui, c'était. Mais il était réputé, hein, il faisait plein de trucs, comme à l'époque ça se faisait quoi. Ouais. Mmh. Tu récupères le brassard de capitaine en équipe de France pendant un match. Est-ce que c'est exact ça ou est-ce que j'ai essayé de retrouver cette info? Euh, j'ai pas souvenir du tout. D'accord. Non, OK. non, je pense pas. Alors est-ce que c'est un match en Norvège ou en Islande? Si c'est, mais tu vois, ça m'a pas marqué parce que non. D'accord, Ouais, mais ça peut être que dans ces 2 matchs-là éventuels, suite à une sortie et que, ça peut être que ça. d'accord. Quel est le, pire public? Le pire public, alors c'est c'est pas le pire public,
moi, j'appelle pas ça comme ça. C'est le public le plus chaud, enfin un des plus chauds. Et c'est Bastia. C'est pas le pire, c'est le plus particulier. D'accord. Moi, quand j'ai commencé, qu'on allait à Bastia, déjà quand on regardait le calendrier, on se disait bon, on y va au mois de septembre à Bastia, donc pas de problème. Il y a les touristes. Voilà. Ouais. Si on y allait au mois d'avril, là, c'était plus compliqué. Moi, je me rappelle à Bastia, à l'époque, on recevait des galets, on recevait des briquets, on recevait des pièces de monnaie parce que c'était comme ça. Donc Ouais. c'est pas le pire, c'était le plus chaud, c'était le plus ouais, différent, quoi. Mais pas non, pas pire, pas pire, pas D'accord. Mais t'as pas eu le président qui est venu avec un fusil, comme Joël Batz, par exemple? ah non, 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 quand même pas. Non, 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 il y a eu plein de choses, mais non, non, pas de non, après des intimidations, mais obligatoires. À Bastia, à l'époque, c'était derrière Furiani, il y avait un terrain stabilisé. Il y avait la gare, il y avait les terrains stabilisés. Et après, on rentrait et le bus, bah, au lieu de nous amener jusqu'à la porte, il nous descendait au début du terrain stabilisé, ce qui fait qu'on traversait tout le terrain stabilisé avec les supporters de Bastia. Ouais, Mais encore une fois, aujourd'hui, on ne pourrait plus du tout le faire. Non, c'est Mais à impossible. l'époque, il y avait de l'intimidation, il y avait bien sûr, mais voilà, ça faisait partie du folklore, et Oui. puis on était, et puis il n'y avait pas de problème. alors tu as été, coordinateur sportif pendant un petit moment avec Monaco, donc tu as travaillé un petit peu avec Didier Deschamps. Est-ce que tu pouvais imaginer la carrière qu'il allait avoir comme entraîneur quand tu l'as parce que tu le découvres, vraiment au début de sa carrière d'entraîneur? Oui, alors moi, c'était un peu particulier parce qu'on fait appel à moi quand, à une période où c'est un peu compliqué à l'AS Monaco, où le prince Albert me convoque pour me demander, moi à l'époque j'étais agent de Mmh. joueur, et où on me propose ce poste, et où moi je vis à Monaco à cette période-là, et où bah forcément quand quelqu'un comme lui peut vous demander quelque chose, bah vous le faites, quoi. Vous acceptez. Et puis pour moi c'était aussi un honneur de pouvoir bah, travailler là et de pouvoir apporter voilà ce que j'avais envie de faire, et je suis coordinateur sportif dans un premier temps. Didier était un petit peu là au départ un peu en difficulté sportive dans les résultats, Ouais. et où je lui dis écoute Didier, moi je veux pas être sur le terrain, je veux pas m'immiscer dans tout ce qui est sportif. Moi, je vais m'occuper de tout. Je vais te mettre les meilleures conditions possibles pour que tu puisses travailler. À l'époque, je me rappelle, les journalistes allaient dans les bungalows. Donc, il y avait les médecins qui étaient en train avec les kinés, en train de travailler sur les joueurs, et les journalistes étaient assis à côté. Dans les vestiaires, les joueurs se changeaient et les journalistes étaient assis à côté. Donc, quand je suis arrivé, la première des choses que j'ai fait, que j'ai dit à Didier, j'ai dit je vais isoler tout le centre. Donc j'ai tout fermé avec des bâches vertes. J'ai mis sur le terrain d'entraînement, parce que je retrouvais des journalistes dans le centre alors que Didier s'entraînait. Donc j'ai mis un endroit, j'ai fait marquer un endroit. Bon, bah, ça a été un tollé général. J'en ai pris, mais pris. Et puis on s'aperçoit que bah, peut-être 20 ans plus tard, tous les clubs s'est fermé, tous les clubs travaillent comme ça. Mmh. Et donc voilà, donc j'ai essayé moi en tout cas de mettre Didier dans les meilleures conditions possibles. Et, euh, et puis après, ben voilà, on m'avait demandé plusieurs tâches que j'ai essayé d'apporter et de faire. Et puis après, ben, on a vécu cette année extraordinaire avec la Champions League. Ouais. Tu as fait quasiment tous les métiers du foot, sauf, à ma connaissance, président. Tu te vois, prendre la présidence d'un club, à un moment? Euh, Très honnêtement, j'aimerais. Très honnêtement, c'est quelque chose. Alors pas un club professionnel de Ligue 1, parce qu'aujourd'hui c'est trop complexe, et que déjà il faut des apports financiers énormes. Mais oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien pouvoir m'investir dans un projet et être celui qui met en place ce projet. Ouais, j'aimerais bien. D'accord. Et tu as déjà un club en tête? Pas du tout. Aujourd'hui, je suis dans le football féminin. Je travaille le football féminin. Ça va faire 9 ans maintenant. Je suis toujours autant passionné, trop même, trop, parce que j'essaie d'apporter bah, l'exigence et la rigueur que j'ai depuis que je suis né, et que bah, je m'aperçois qu'aujourd'hui, dans le contexte de la vie d'aujourd'hui, bah, c'est pas toujours aussi simple, qu'il faut faire beaucoup de concessions, que les mentalités ont changé. Et voilà, donc dans le futur, pourquoi pas. Quel est l'héritage que tu laisses au foot?
Oh, j'ai pas cette prétention-là. Je laisse pas d'héritage. Je garde moi ce que j'ai fait. Et puis après, honnêtement, enfin, c'est un sport où on oublie vite, où on oublie très vite. Donc que je laisse rien comme héritage, honnêtement, pourvu que mes proches et que toutes les personnes que j'ai pu rencontrer aient encore un petit souvenir de ce que j'ai pu faire et ainsi de suite, c'est vraiment moi ce qui me convient. Le reste, je sais que de toute façon c'est tellement éphémère et que aujourd'hui, bon, comme c'est souvent ça, mais c'est comme ça, c'est pas que dans le football, hein, on vous met en valeur, on vous tape dans le dos parce que vous êtes important et puis un an après vous l'êtes plus, vous avez plus le même poste et donc on vous regarde différemment. Mais bon, ça m'a jamais choqué, ça m'a jamais, moi je me suis toujours remis en question, je peux repartir de zéro, c'est pas un problème pour moi. Quelle est ta plus grande fierté quand tu te retournes sur ta carrière? Bah, c'est d'avoir laissé une bonne image partout où je suis passé, de quelqu'un qui a toujours donné, quelqu'un qui est passionné et qui partage, et qui voilà, je calcule pas dans ce que je fais, je calcule pas. À partir du moment où je suis bien, je calcule pas, ça sert à rien de calculer. Est-ce qu'à un moment donné, quand t'es jeune et que tu reçois tes premiers salaires, t'as fait un achat un peu frisson? Tu t'es acheté un truc qui t'a fait plaisir, même si c'était pas nécessairement la meilleure idée du siècle? Très honnêtement, alors moi j'ai été un petit peu dans l'obligation d'acheter une voiture parce que bah, moi je me suis marié très jeune, j'ai eu ma fille, j'avais 19 ans. Donc, j'ai été obligé d'investir un petit peu dans une voiture. Sinon, j'ai pas, non, franchement, j'ai pas eu d'achat, voilà, de se dire, allez, je vais dépenser tant. Après, si à Paris, où je me suis fait plaisir, voilà, sur une voiture ou sur une montre, ou un truc comme ça, mais pas des trucs démesurés, quoi. Est-ce qu'il y a un match qui te donne encore des cauchemars quand tu y repenses? Il y a des matchs où, ah, c'est l'année où on est champion avec Paris et où on joue la demi-finale de Coupe de France contre Bordeaux. Où on doit faire le doublé cette année-là. On doit faire coup de championnat et où on perd le match retour à Bordeaux 2-1 et où on doit jamais le perdre. Donc ça, c'est un match qui me marque toujours parce que c'était une chance de pouvoir faire le doublé parce que j'ai pas euh, gagné la Coupe de France, ça m'embête. J'ai eu la chance de la jouer avec Monaco contre Marseille. Donc ce match aussi là où on perd 5-4 Mmh. et où Jean-Pierre Papin met 4 buts et bon, Il embrasse Mitterrand, ouais. il était inarrêtable. Donc, mais après, des matchs cauchemars, bon, voilà, ces deux matchs-là me restent parce que c'est des matchs marquants et puis parce que c'est la coupe et que j'aurais bien aimé soulever la coupe de France. Ce match 4-3, est-ce que, pour en revenir un petit peu, tu as des soupçons sur le déroulé? Tu crois que vraiment que tout le monde était clean? Ah oui, oui, non, ce match-là, il n'y a aucun souci là-dessus. Non, non, ils étaient supérieurs à nous. Et puis voilà, Jean-Pierre était inarrêtable. Ouais, c'était 4-3, pas 5-4. Et oui, non, non, pas aucun, non, non, aucun soupçon. C'était quoi ton surnom dans les vestiaires? Alors, quand j'étais jeune, au centre de formation, c'était Poupou. Voilà, Poulain, Poupou. C'est Ouais. toujours hyper original, les Ouais. C'était pas simple. Après, bah, forcément, chocolat, parce que, bah, voilà, Ah ouais, fallait pas me venir celui-là. Donc il y a des gens qui c'était, prennent beaucoup de chocolat. Ah ouais, OK. ouais, ouais, chocolat, ou alors, il y a des gens qui hennissaient, voilà, quand je pouvais passer, quoi. Voilà, mais ça, c'était aussi à l'école, bon, voilà, mais Poupou, ça a été très longtemps, ouais, très longtemps. D'accord, très bien. Écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question qu'un journaliste t'a jamais posée, que tu aurais aimé qu'on te pose? On m'en a posé tellement que Et après je te donnerai une anecdote sur Loïc Amis, parce qu'on lui a posé cette question et tu verras que la réponse est assez salée. Mais vas-y, je te elle est laisse. incroyable, elle est ah ouais. incroyable. je veux pas trop la hyper, mais elle est incroyable cette histoire. Non, non, j'ai pas, il y a pas bah, moi, j'ai toujours été très ouvert et j'ai jamais été très distant avec les journalistes. Donc, il y a toujours une relation pareille de confiance. Donc, ils ont toujours demandé ce qu'ils avaient à demander. Après, une question bien plus précise, franchement, non, j'ai pas réfléchi à ça. Non. D'accord. Alors nous, on a eu Loïc Amis il y a longtemps, hein, il y a à peu près un an et 2 ans.
2 ans, et on lui pose la même question. On lui dit, est-ce qu'il y a une question? Il me dit, bah oui, vous m'avez pas posé quand même une question importante. C'est quelle était ma passion en dehors du foot quand je jouais au foot? Quels étaient mes hobbies, ouais, mes Et hobbies quels quand étaient je joue au mes foot? hobbies quand je jouais au foot? Bon, bah, donc, on pose la question, à savoir, bon, bah, Loïc, c'est quoi ton hobby quand tu joues au foot? Ah, bah, moi, j'aimais bien dormir. C'était la sieste et dormir. Et c'était ça sa réponse. Et on s'est dit, ah ouais, bah, on comprend pourquoi personne posait la question. Parce que Bah oui, oui, c'était pas tellement intéressant. Ouais. c'était pas particulièrement intéressant. Pour lui, visiblement, c'était Ah important. ouais. C'était Ouais, important pour clairement. moi que sa grosse passion dans la vie, à part jouer au foot, c'était dormir. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'une personne qui te connaît serait quand même surprise d'apprendre sur toi? Qui me connaît, euh, non, il y a beaucoup de personnes. Non, non, non. Surprise, non, parce qu'on quand on est proche de moi, on sait comment je réagis et comment je fonctionne, donc je pense pas. Après, il y en a souvent qui sont surpris de la diversité de ce que j'ai pu faire dans le monde du football. Donc tu as Euh, fait à part être kiné, tu as tout fait en fait? et ouais, j'ai voulu avoir une expérience dans beaucoup de domaines, que ça soit joueur, dirigeant, journaliste, agent de joueur, là maintenant entraîneur de féminine. C'est pour ça qu'on parlait de présidence, c'est quelque chose qui voilà. Ouais. Euh, Surtout, ce que les gens sont souvent. Il y a un ami à moi qui me dit, il faudrait que tu fasses un livre, Fabrice. J'ai dit, écoute, oui, mais il y a beaucoup de choses dans des livres. Si c'est pour faire un livre fade, je le fais pas. Et puis, il y a des choses, bah voilà, qu'on peut pas toujours dire. On le sait très bien. C'est comme ça. Et puis, j'ai rencontré tellement de personnes. Mais voilà, moi, je suis quelqu'un je suis parti de rien. Mes parents étaient, bon, voilà, simples ouvriers. J'ai quand même la période où j'étais coordinateur technique et directeur général du club. Je prenais le petit déjeuner le lundi avec le prince Albert. Ouais. Je veux Mmh. dire, ça c'est quelque chose que bon, beaucoup de personnes ne savent pas parce que, bah, mais parce que c'était mon rôle. J'ai eu la chance de rencontrer Pelé à Nantes en Coupe du Monde en France, où d'ailleurs j'ai encore le billet signé de Pelé parce qu'il travaillait pour Télé Globo et puis moi comme je travaillais pour Canal+, j'ai fait ce que fait Paganelli aujourd'hui, c'est moi qui l'ai fait le premier. Personne ne le Ouais. sait à Guingamp en Coupe d'Europe, Guingamp-Milan. C'était Charles Bietri et Thierry Gilardi. Et Charles Bietri avait eu cette idée-là de me mettre sur le terrain parce qu'à l'époque, je le faisais pour Eurosport. Et j'avais fait la montée de Marseille avec Eurosport et j'étais descendu dans les vestiaires et ainsi de suite. Et lui, il avait vu ça et il s'est dit, putain, c'est génial. Donc voilà, moi, j'ai eu la chance de faire et de côtoyer beaucoup de monde, beaucoup de personnes, beaucoup de milieux différents, voilà, moi, j'ai une vie super riche et voilà, super intéressante et voilà, donc tout va bien. Alors justement, toi, tu été journaliste. Quel conseil tu donnerais à 2 losers comme nous, qui ne sommes pas journalistes? On le revendique pas du tout d'ailleurs, hein, mais quel conseil tu nous donnerais? 75 638, mon numéro de carte presse. Ouais. D'accord. Ah oui, oui, j'ai toujours ma carte, j'ai toujours gardé. Non, je pense que non, non, il faut être soi-même avec sa personnalité. Il y a des journalistes qui aiment davantage aller chercher, d'aller provoquer. Moi, je dis à partir du moment où il y a du respect, on peut tout demander. On peut tout demander. Et donc, le métier de journaliste, il fait partie aussi de ça. À partir du moment où il y a cette confiance qui s'installe, après, on peut aller bah, bien plus loin. Donc voilà, j'ai pas de conseils à donner, mais en tout cas, moi, tous ceux avec qui j'ai bossé et tous ceux, à partir du moment où il y avait ce ressenti, bah, après, on peut donner des éléments, on peut se lâcher un peu plus, on peut donc voilà, rester soi-même, mais Ah dans la moi, vie, je vais prendre ce conseil à cœur, hein. Je vais revenir sur ma demande, d'un maillot de l'équipe de France. Si tu en as un si tu en as un de côté, ça je suis preneur, hein. bah écoute, je vais regarder ça parce que là, voilà, je suis en instance, parce que là, je suis dans le sud, je suis revenu dans le sud puisque je m'occupe aujourd'hui des féminines de l'AS Monaco. Ouais. Là, je suis Tu aujourd'hui étais à La Rochelle, tu étais à entre Niort. voilà, donc j'ai encore ma maison là-bas que j'essaie de vendre pour revenir m'installer définitivement là. Donc tout est dans les cartons. Donc c'est promis, je regarderai. C'est très, très gentil. Guillaume, est-ce que tu as une dernière question? Pour moi, c'est bon. Ouais, on peut rester sur ta petite question insolente. Il y a pas de problème.
Faut savoir être soi-même, Guillaume, hein. Moi, j'apprends. Je suis une Ouais, mais éponge. c'est demander si gentiment, tu vois? C'est ça, Ouais, voilà. Il C'est a gentil, Fabrice. il a respect, vite compris, respect. tu vois? C'est gentil. Mais c'est vrai que, quand on est passionné, on peut en parler pendant des heures et puis, au fur et à mesure, il y a tellement des choses qui reviennent à la surface et qui, voilà, mais tu vois, ces moments-là, ça permet de faire un retour en arrière que, bah, on fait pas obligatoirement et la seule chose que moi je déplore, c'est que dans les clubs, on oublie un peu vite ce qui s'est passé avant et on oublie un petit peu vite les anciens. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Alors Paris est en train de combler, Ouais, Ouais. j'allais dire, j'ai vu que tu ta tu vois? carte de Legend Oui, maintenant. oui, oui. Moi, j'ai été invité 2-3 fois déjà au parc. Ils m'ont refait visiter les vestiaires. Bon, ils m'ont offert le maillot. Et j'ai fait l'émission là sur PSG TV. Et là, donc voilà, il a mis en place le président carte légende, donc qui nous permet d'aller au camp d'entraînement tous les jeudis de telle heure à telle heure pour rencontrer les anciens, de pouvoir être invité au stade. Et je trouve que c'est important parce que Mmh. Ouais. en France, on oublie un petit peu ça. Alors, il y a des clubs qui le font, hein, très bien. Mais bon, voilà, je pense que c'est important de pas oublier bah, ce qui est vécu aujourd'hui, toutes les personnes qui l'ont fait avant, quoi. Voilà, Ouais. Mmh. c'est juste, voilà, je pense que c'est Ils le important. font ça à Monaco? Non, Non. moi, ce que j'aimerais, c'est que, tu vois, si j'étais président, c'est qu'il y ait une loge de 25 personnes, pas plus, mais que cette loge, elle soit dédiée aux anciens. Chaque match, les anciens, ils font une demande. S'il y en a plus de 25, eh ben, on repousse. Mais au moins, ça représente le club. C'est Ouais. l'identité du club, toute génération confondue. Et on garde un espace pour, et ça permet aux partenaires de pouvoir présenter les anciens, et là, tu vois, il y a eu les 100 ans du club de l'AS Monaco. Moi, j'ai été joueur, j'ai été coordinateur technique, j'ai été directeur général, j'ai pas été invité. Je trouve ça dommageable. Voilà. Mais après, j'en fais pas cas parce que je sais qu'on est dans cette ère-là et que, voilà. Il y Mais a voilà, je tu pense que après tu as un deuxième sujet, Fabrice, je pense que tu la vo il y a un sujet de volonté et puis il y a un sujet aussi de professionnalisme et je pense que Paris, ils ont un peu les 2. C'est-à-dire que c'est à la fois la volonté et à la fois c'est des pros quand même maintenant, hein, ça devait tout je à pense fait. que Ouais, Nantes, ouais, je te tu as la ouais. volonté mais c'est pas des pros et donc quand Nantes fait quelque chose, c'est bon, je suis désolé de le dire parce que je le vois bien, c'est un peu des trucs par hasard, mal gérés et parce que il y a la volonté un peu de faire un truc mais c'est mal géré, quoi, je trouve. Oui, mais on veut le faire sans le faire. C'est-à-dire Ouais, qu'on exact ouais. on le fait par obligation. On se dit, Ah ouais. comme ça, on n'est pas attaquable, on a fait un truc. Mais ça sert à rien. C'est ça la chose, c'est qu'il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un, un référent, qui mette ça en place, qui soit responsable. Et puis, ça peut amener justement cette vraie identité. À Nantes aujourd'hui, c'est ce qu'on reproche, c'est qu'il y a plus cette identité. Alors on Ouais. essaie par des bouts, on va réinviter Coco, on va essayer de faire un truc à droite, à gauche. Mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ouais. Nantes a un vrai public de connaisseurs de jeux à la nantaise, ils veulent. Mais on peut pas retrouver ça sur le terrain. Bah, il faut qu'on ait justement un peu un rappel à côté de ça. Je pense que c'est important. Mais bon, après, pour avoir connu un petit peu la famille Kita, une période quand j'étais agent, puisque j'avais mis Michel Ouais. Derzac là-bas, je l'avais remis là-bas, c'est que c'est très fermé. C'est que c'est leur club aujourd'hui et qu'ils font ce qu'ils veulent et que les Nantais, ils savent qu'à à un moment donné, ils pourront plus aller plus loin. S'il veut Ouais. pas, il veut pas. Ouais. Heu, alors après, et puis après, bon, il y a ceux qui profitent de ce contexte pour essayer d'améliorer une image ou de rester sur le devant de la scène, mais que Ouais. derrière, il y a rien de concret. Mmh. Voilà, après, c'est très politique, mais on est dans ce système-là. Donc, et c'est dommage. À Nantes, franchement, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Franchement, c'est un club et c'est un public et c'est enfin une région de foot, quoi. Ça sent le football. Ils sont frustrés de tout ce qui se passe. Ils sont et puis malheureusement, les repreneurs qui veulent, c'est pas des véritables repreneurs parce que Mmh. derrière, t'as quelqu'un qui c'est son club, il fait ce qu'il veut. Il a mis beaucoup d'argent, il en a peut-être gagné beaucoup, mais aujourd'hui, bah, s'il veut pas, il veut pas. Ouais. Voilà. Donc on se sert plus de l'image du club pour se mettre en valeur que d'approfondir et de vraiment apporter des solutions qui pourraient éventuellement bah, dire à un moment donné, bah, on change.
Voilà, Ouais. échange quitte à part, et puis voilà. Et après, Ouais. il y a la politique qui rentre en ligne de compte, et Un peu là, d'argent. on est dans un autre domaine. Très bien. Merci beaucoup en tout Ok, cas, Fabrice. bah merci beaucoup Fabrice, bon courage à Monaco. Merci à vous. Merci à vous. C'était Au plaisir. super. Bonne fin Au de revoir. journée. Au Au revoir. revoir. Ciao. C'est la fin de ce deuxième volet avec Fabrice Poulain. On espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Le podcast des légendes est une production du podcast du sport LLC. Vos intervieweurs Michel Vertenschlag, Guillaume Bonamy. Si ce podcast vous plaît, ce qu'on espère très sincèrement, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. C'est le moyen le plus efficace de nous aider pour que le podcast continue à grandir et qu'on puisse continuer à vous proposer du contenu et des invités de qualité. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook où nous avons plusieurs dizaines de milliers de fans comme vous qui parlent avec plaisir de foot nostalgie en se rappelant les matchs d'antan, les joueurs d'antan et ce genre de belles choses. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube, sur Instagram et un petit peu sur Twitter. Et bien entendu sur notre site web www.lepodcastdeslégendes.com où vous pourrez retrouver tous nos épisodes ainsi que des articles. Et vous pouvez vous inscrire sur notre newsletter qui vous donnera en avant-première le nom de futurs invités. Donc si vous voulez des scoops, inscrivez-vous sur notre newsletter. Allez sur notre site web et vous verrez, c'est très facile de s'inscrire. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes. On se retrouve la semaine prochaine. You said I'll be taken from you everything.